Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Vers 4 heures, Howard Jordan téléphone à sa femme. « Tu sais, chérie, il va falloir que je retravaille le texte de Prentice. Je vais y passer une bonne partie de la nuit. Je prendrai sans doute le dernier train. Ne m'attends pas pour dîner. » « Bien, mon chéri. Alors à tout à l'heure. » À 11 heures du soir, il a enfin fini. Il range son bureau et boucle sa mallette. À 11h05, il passe devant le concierge de l'immeuble. Le Plaza Bar est encore ouvert à 5 minutes de son bureau. Il y entre et commande un double hamburger avec du café. La serveuse, Linda, vient s'asseoir près de lui. « Alors, Howard, encore des heures supplémentaires ?»« Que veux-tu, Linda? C'est la rançon du succès. Ta femme doit s'ennuyer en t'attendant. Tu sais, ma grande, c'est surtout pour elle que je travaille. Tiens, Howard, voilà ton hamburger et ton café. » Il est déjà minuit moins le quart. Howard n'a plus beaucoup de temps s'il veut attraper le dernier train pour County Bucks. À 1h moins 10, il est à la gare. Si tout se passe bien, se dit-il, je serai à la maison pour 2 heures. Encore une nuit infernale. Howard pose sa tête contre la vitre du train et ferme les yeux, mais vraiment, il ne peut pas dormir. Il y a trop de secousses. Encore 5 minutes de marche et il est chez lui. Dans l'ascenseur qu'il mène au 4e étage de son immeuble, Howard a bien du mal à garder les yeux ouverts. Il entre la clé dans la serrure et pénètre dans l'appartement qui baigne dans l'obscurité. Il se dirige vers la chambre où tout est silencieux, à part le souffle régulier de Caroline, son épouse. Pour ne pas la réveiller, il se déshabille dans la salle de bain. Le lendemain matin, à 7 heures, il est debout. Il fait sa toilette, passe une chemise blanche, une cravate à rayures bleues, un complet gris et des mocassins de cuir noir. Caroline l'attend dans la cuisine. « Tiens, mon chéri, ton café est prêt, » lui dit-elle en lui tendant une tasse. « Merci, mon ange. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai téléphoné à 10 heures et tu n'étais pas là. »« J'étais chez Marie-Lou. On a bu un verre et discuté un peu. »« Tu as bien fait, mon ange. »« Bon, j'y vais. À ce soir, chérie. » À 8h moins le quart, il est à la gare. À 9h, il est dans son bureau. Depuis qu'il est passé rédacteur en chef chez Lowell Kendall, sa vie est rythmée ainsi. 12 à 13 heures de travail par jour, sans compter le temps passé dans le train. Ce soir encore, il téléphone à sa femme. « Je suis vraiment désolé, Caroline. Le patron veut nous voir après le travail au sujet d'un contrat qu'on va sans doute passer avec les Espagnols. Je ferai comme hier, je prendrai le train de nuit. » « J'ai pensé à quelque chose, Howard. Pourquoi ne cherches-tu pas un hôtel pour les jours où tu finis à des heures impossibles? Ça t'éviterait au moins le temps du transport. » « Tu crois vraiment que c'est raisonnable, Caroline? »« Mais oui, ce serait mieux. Je suis inquiète, tu sais. Je trouve que tu te fatigues beaucoup trop. »« Bien, chérie, tu as sans doute raison. À demain, alors. »« À demain, mon chéri. Et n'oublie pas de réserver une chambre, c'est plus sûr. » Depuis cette conversation, Howard dort à l'hôtel toutes les nuits où il doit faire des heures supplémentaires, c'est-à-dire 3 ou 4 fois par semaine. Ça ne l'enchante pas, mais c'est tout de même plus pratique. Cette solution d'ailleurs ne présente pas que des avantages. Il ne trouve pas de chambre à moins de $30 et malgré ce prix élevé, il n'y a jamais ni brosse à dents ni rasoir. Un appartement, finit-il par se dire. Un appartement supprimerait ces inconvénients.
En plus, j'économiserai de l'argent si j'en trouve un pour 200 $ par mois. Et puis, je pourrais y mettre quelques affaires et du linge de rechange. À partir de cette date, Howard commence à regarder les locations dans les journaux d'immobilier. Bientôt, il découvre une annonce. Christopher Street, studio tout confort, cuisine équipée, salle de bain. 170 $ par mois. Ben voilà exactement ce que je cherche, se dit-il. Et en plus, c'est dans un quartier très agréable. Il téléphone au propriétaire et demande à visiter l'appartement. « Venez après le dîner », lui répond ce dernier. « En fait, quel est votre nom ?»« Baker », dit Jordan. « Dan Baker. » Oui, mieux vaut donner un faux nom, se dit-il. Comme ça, si je ne veux pas de son appartement, il ne cherchera pas à me relancer. Le propriétaire, petit homme à lunettes, lui fait penser à un oiseau. « Monsieur Baker, je vous attendais, c'est par ici, au rez-de-chaussée. Ça donne sur la cour, mais vous verrez, c'est très clair et très calme. » Jordan juge en effet l'appartement petit, mais fort convenable. « Bon, mais c'est d'accord, je le prends. » Aussitôt, le propriétaire sort un bail de sa poche. « Zut !» se dit Jordan, « si je paye par chèque, je vais être obligé de lui avouer mon vrai nom. Il ne comprendra pas pourquoi je lui ai menti. Il risque de trouver ça louche. Bon, tant pis, je vais payer en liquide. » Howard jette un bref coup d'œil au papier et, froidement, il signe Dan Baker. Ensuite, il donne au propriétaire 340 $, c'est-à-dire un mois d'avance plus un mois de caution. « Vous verrez, monsieur Baker, » dit le propriétaire en empochant l'argent. « Vous ne le regretterez pas. En plus, vous avez des voisins charmants. Au premier, il y a mademoiselle Ginny. Au second, un couple de peintres. » Le lendemain, Howard dit à sa femme qu'il a une réunion tardive et qu'il dormira sans doute à l'hôtel. « Oui, mieux vaut que je ne lui parle pas tout de suite de l'appartement, » pense-t-il. « Elle risque de dire que je jette l'argent par les fenêtres. » À 5h05, il quitte le bureau. Il entre dans un supermarché à quelques pas de là. Il achète des assiettes, des verres, de quoi dîner et des affaires de toilette. Ensuite, il fait signe à un taxi qui passe par là. Au 67 Christopher Street. Sa clé ouvre la porte. Il entre. Dans le vestibule, une mince fille aux longs cheveux blonds lui sourit. « Bonsoir, t'es le nouveau? Je m'appelle Ginny. »« Enchanté. Je m'appelle Dan Baker. Tu veux que je t'aide à porter tes courses? »« Mais oui, c'est gentil, Ginny. » Ils entrent dans l'appartement de Howard. « Tu veux boire quelque chose? »« Bah oui, je veux bien, ouais. Je vois que t'as acheté de quoi manger. Ça t'ennuie pas si je dîne avec toi? J'ai fait aucune course. » La soirée se passe tranquillement. Howard est gai. Il dit à Ginny qu'il est écrivain et que sa femme est morte. Ils boivent et rient. Jamais Howard ne s'est senti aussi bien avec Caroline, tandis que Dan Baker, lui, est là avec une jolie fille et se sent très heureux. De plus en plus souvent, Howard trouve des prétextes pour dormir dans son appartement de Christopher Street. Peu à peu, il revêt la personnalité de Dan Baker. Il ouvre un compte à ce nom, il s'habille en jean et tennis et il voit de nouveaux amis, des peintres et des artistes. En fait, Dan Baker est l'homme que Howard a rêvé d'être avant d'épouser Caroline. Sa vie est si différente parmi ses amis de Christopher Street. Il joue aux échecs, il parle d'art et écoute de la musique, tandis qu'avec Caroline, ses seuls sujets de conversation sont les vacances, l'argent, la famille. Parfois, pourtant, Howard est inquiet. Si l'on découvre que j'ai une double vie, se dit-il, tout s'écroulera. Alors je redeviendrai un employé de bureau modèle. Oh non, non, ça je pourrais jamais le supporter. Un jour qu'il se promène dans Christopher Street, il entend quelqu'un crier dans son dos « Monsieur, monsieur !» Il n'ose pas se retourner. Peut-être est-ce un collègue du travail ou un ami de sa femme.
Si c'est ça, se dit Howard, je suis fichu. Je n'ai aucune raison de traîner ici. Caroline me croit à Atlanta, à un festival du film publicitaire. Enfin, pourtant, Howard se retourne. L'homme qui l'appelle est un policier. « Monsieur, arrêtez-vous !» Howard voudrait s'enfuir, mais il ne le peut pas. Il laisse donc le policier s'approcher. « Que se passe-t-il, monsieur ?» demande-t-il en tremblant. « Je voulais simplement vous rendre ceci, vous l'avez laissé tomber. » Howard arrache littéralement son portefeuille des mains du policier. « Hé, lui dit celui-ci en riant, vous êtes bien nerveux. Qu'est-ce que vous cachez, là ?»« Mais rien du tout. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de me fouiller. » Le policier cesse de sourire. « Ah, je vois que vous connaissez parfaitement vos droits, monsieur. En revanche, je dois vous avertir que je connais votre nom et votre adresse, monsieur Baker. Eh oui, c'est moi qui règle la circulation dans le quartier. Christopher Street n'a pas de secret pour moi. Autant vous dire que désormais j'aurai l'œil sur vous. Si vous avez quelque chose à vous reprocher, je finirai bien par le découvrir. » Howard se retourne et continue son chemin. Il est blanc comme un linge. « C'est fini, » se dit-il, « c'est fini. Il est temps que j'arrête cette comédie. De toute manière, si je reviens ici, ce flic arrivera bien à démasquer ma véritable identité. Non, mieux vaut en finir. Et puis j'en ai assez de ces mensonges. Je vais tout avouer à Caroline et reprendre tranquillement ma vie à County Bucks. Je suis sûr qu'elle me comprendra. Désormais, elle et moi, nous allons mener une nouvelle vie. Nous nous parlerons à nouveau et nous aurons un enfant. » Howard attrape un taxi et commence à rouler vers County Bucks. Il éprouve la même joie que l'enfant prodigue lorsqu'il rentre enfin au bercail. Ça fait déjà plus de 2 mois qu'il ment à Caroline, 2 mois qu'il invente des réunions, des séminaires, des dîners, et tout ça pour rejoindre son cher appartement de Christopher Street. Le taxi le dépose enfin devant son immeuble. Alors qu'il s'apprête à descendre, il voit quelque chose qui lui glace le sang. Là, devant lui, c'est Caroline, et elle n'est pas seule. Un homme, vêtu d'un élégant costume bleu, la tient par l'épaule. Howard referme précipitamment la portière du taxi et demande au chauffeur de continuer. « La garce !» se dit-il en serrant les poings de rage. « La garce ! Quand je pense que j'avais l'air mort, je me reprochais de dormir tout le temps en ville. Oh, ça l'arrangeait bien, cette traînée. Elle me disait que c'était pour mon bien, pour m'épargner la fatigue du voyage, tu parles. C'était pour roucouler avec son amant, oui. Elle doit d'ailleurs me tromper depuis des années. Et moi qui trimais comme un damné pour payer les hypothèques, des heures supplémentaires pour habiller madame. Tu vas me payer ça, Caroline. Tu vas me payer ça très cher. » Tout à sa colère, Howard n'entend pas le chauffeur qui lui parle depuis un bon moment déjà. Finalement, celui-ci lui secoue l'épaule à un feu rouge. « Hé, monsieur, dites-moi où vous voulez aller, moi je vais pas tourner comme ça toute la nuit. »« Christopher Street. 67 Christopher Street. » On dit toujours que l'assassin habite au 21. Moi, je commence à me demander s'il ne crèche pas plutôt au 67. Dans un instant, vous en aurez le cœur net. À l'insu de sa femme, Jordan Howard loue un appartement en ville sous le nom de Dan Baker. Là, il mène une autre vie. Prétextant des travaux, des conférences, il joue aux cartes, il écoute de la musique avec des amis. Un jour, il décide d'avouer son secret à sa femme. Mais alors, il s'aperçoit qu'elle a un amant. Il jure de se venger. Howard entre dans son appartement. Il tourne dans l'unique pièce comme un lion dans sa cage. Il faut qu'elle paye pour l'humiliation que j'éprouve. Je vais demander le divorce. Le divorce, Howard? Quelle gentillesse, quelle sottise. Elle sera trop contente de se débarrasser de toi. À elle, la pension alimentaire, la voiture, l'appartement. Non. La mort, Howard. La mort est tout ce qu'elle mérite. Ces derniers mots
cogne dans sa tête. Elle doit mourir, pense-t-il. Ainsi je pourrais être enfin moi-même. Dan Baker pour la vie. Il passe une bonne partie de la nuit à réfléchir. Il se dit que demain, peut-être, sa fureur se sera apaisée. Mais, à l'aube, la fureur a fait place à la haine. Il essaie de se calmer, en vain. À 11 heures, complètement hébété par une nuit sans sommeil, il sort et prend un taxi. « County Bucks, vite !» ordonne-t-il au chauffeur. À 11h30, il se fait déposer devant le bar, juste à côté de son immeuble. Il entre et reste debout au comptoir. Il attend quelques instants, quand, soudain, il voit Caroline et l'homme qui sortent de l'immeuble. « Je vais les suivre », se dit-il, mais au moment où il s'apprête à sortir du bar, il voit sa femme qui embrasse son amant. Elle traverse la rue et se dirige vers sa voiture. L'homme, quant à lui, reste un moment sur le trottoir. Il lui fait un petit signe de la main et s'éloigne. « Eh ben, c'est le grand amour », pense Howard, un sourire amer aux lèvres. Un instant, il suit l'inconnu des yeux. Ce dernier se dirige vers le bar, s'arrête devant la porte et entre. Il a l'air d'être un habitué du quartier, car il appelle la serveuse par son nom. « Salut, Millie, donne-moi un café. »« Salut, Stud, bien dormi ?» Howard sort précipitamment du bar, prend un taxi et se rend chez Lowell Kendall. « Excusez-moi, dit-il à sa secrétaire, j'ai eu une migraine du diable cette nuit, je n'ai vraiment pas pu me lever. » Une fois la porte de son bureau fermée, il prend son téléphone et, calmement, compose le numéro de sa femme. Pourvu qu'elle soit rentrée. Elle décroche. « Allô, Caroline ? »« Ah, c'est toi, Howard. »« Oui, chérie. Veux-tu me rejoindre dans un petit bar à 5h30 ? » ?»« Mais où donc, Howard ? C'est dans Christopher Street, en face du numéro 67. Viens, j'ai quelque chose d'important à te dire. » « Un problème, Howard ? » « Non, ne t'inquiète pas. » À 5h moins le quart, il donne l'autorisation à sa secrétaire de partir. Un quart d'heure plus tard, il quitte son bureau pour se rendre au rendez-vous qu'il a fixé à sa femme. À 5h, il pénètre dans le bar. Tous ses amis sont là. Ginny, Ted et Betty sont en train de jouer aux échecs au fond de la salle. « Salut, Dan !» lance Ginny. « Tu viens boire un verre ?»« Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. »« Une dame ?» demande Ted. « Tout juste. »« C'est ton âge ?» lui lance Ginny. À 5h37, Caroline arrive. Elle voit Howard, lui sourit et s'approche de lui. Quelques minutes plus tard, ses trois amis passent devant lui. Ted se penche à son oreille et lui souffle « Très joli. »« Salut, Dan. Passez à la maison tous les deux si vous voulez, » dit Ginny. Caroline est très étonnée de voir que son mari est si connu dans ce quartier. « Mais, Howard, pourquoi diable t'appellent-ils tous Dan ?»« Je vais t'expliquer, Caroline. Je vais t'expliquer. Viens avec moi. » Il la prend par le bras et la conduit à son appartement, au 67 de la même rue. Tout le monde salue Dan, et Caroline regarde son mari avec des yeux étonnés. Il ouvre la porte et fait entrer sa femme. Il referme la porte à clé. « Je sais tout, Caroline. Je sais que tu me trompes depuis un bon petit bout de temps. » « Laisse-moi t'expliquer, Howard, chérie. »« Non, pas Howard. Dan. C'est Dan Baker qui va te tuer, Caroline, pas Howard Jordan. »« Mais tu es devenu fou, Howard. »« Non, Caroline, non, au contraire. On dira que c'est l'un de tes nombreux amants qui t'a assassiné pour je ne sais quelle raison sordide. »« Non, Howard, arrête, tu es fou !» Mais Howard ne semble pas entendre ses cris. Il serre de plus en plus ses mains sur sa gorge. Il voit son visage devenir bleu,
bleu. Et Caroline s'écroule inerte sur le sol. Il est 1h du matin. Howard téléphone à la police. Commissariat, bonsoir. Howard Jordan à l'appareil. Je vous appelle parce que ma femme n'est toujours pas rentrée. Il n'est qu'1h du matin, monsieur. Je sais bien, mais ça n'est pas dans ses habitudes. Donnez-nous son nom et faites-nous une description, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Le lendemain matin, à 9h, la police fait irruption dans son bureau. Monsieur Howard, lieutenant Davis, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour vous. Nous avons retrouvé votre femme dans un appartement au 67 Christopher Street, chez un certain Dan Baker. Nous avons l'impression que c'était son amant, mais personne ne le connaît vraiment. On va avoir beaucoup de mal à le retrouver. Ah, Mackenzie, vous voilà. Alors, que dit le médecin? Un autre policier vient effectivement de surgir dans le bureau. Mort par strangulation. Mais j'ai l'intuition que notre tueur n'est pas loin. N'est-ce pas, monsieur Baker? Howard Jordan est livide. Il vient de reconnaître le policier qui lui avait rendu son portefeuille dans Christopher Street. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.